Pour cette grande interview, j'ai le plaisir de recevoir Alain Nemarque, qui est président de Mauboussin, joaillier français, dont la maison remonte au 19e siècle. Au fil des décennies, Mauboussin a su évoluer pour devenir une marque iconique du luxe accessible et nous allons revenir sur ce parcours. Bonjour Alain Nemarque. Bonjour. Ces dernières semaines, le monde a beaucoup parlé de bijoux, notamment avec le vol du Louvre, le cambriolage notamment des couronnes royales. Vous, en tant que professionnel de la joaillerie, comment est-ce que vous avez réagi à ces annonces? Je crois que j'y ai pas réagi en tant que professionnel du métier, j'y ai réagi en tant que citoyen. C'est pas un vol de bijoux, c'est un vol d'un élément central du patrimoine de la France, et c'est en cela que c'est choquant. C'est pas la valeur vénale des objets, d'abord parce que je ne suis pas convaincu qu'on puisse véritablement fixer une valeur vénale. On pourrait tout juste fixer une valeur entre guillemets de remplacement, et comment remplacer des joyaux de cette nature. De l'histoire. Donc je ne crois pas non plus qu'il y ait une valeur en démontant les 10 objets, parce que d'abord, qui accepterait de démonter de tels objets? Mais c'est intéressant quand même de se poser la question de savoir qui commandite finalement des actes, parce que les petits délinquants qu'on a arrêtés ne sont certainement pas à l'origine de l'affaire. Non. Et justement, en essayant de trouver s'il pouvait y avoir un côté un peu positif de l'affaire, c'est de voir que finalement, énormément de monde s'émeut encore de qu'un vol d'une partie de l'histoire, de bijoux de la France soit réalisé. Ça vous a pas fait quelque chose? En tout cas, moi, je me suis dit, c'est aussi beau de voir que quand on touche encore à l'histoire, à des bijoux, ça fait vraiment réagir toute la France. Ben, si en fait c'est le cas, alors il est presque salutaire, ce vol, parce que c'est vrai qu'au cours des dernières années, on peut avoir des doutes sur l'attachement d'une partie significative de la population à son patrimoine historique, alors que là, véritablement, les réactions sont assez unanimes pour regretter l'acte. Mais bon, voilà, beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses sur la sécurité, etc. Bon, je crois que nous sommes particulièrement sensibles au problème de la sécurité quand on est joaillier, quand on a des magasins et tout. Donc c'est effectivement un sujet, mais pour moi, c'est pas le sujet du vol d'un musée. Et je dirais que c'est presque une publicité pour l'histoire de France. C'est en tout état de cause une publicité pour le musée du Louvre. Et je suis content que ça renforce l'image du Louvre comme un musée et moins comme un centre commercial. Oui. Et justement, vous avez parlé de sécurité. Est-ce que vous, le fait que peut-être de plus en plus de personnes soient attirées par des bijoux, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites qu'il faut renforcer la sécurité des boutiques? Comment est-ce que vous voyez ça peut-être en interne? Si vous voulez, la sécurité, c'est un sujet permanent. Oui, j'imagine que c'est un sujet phare. On ne va pas renforcer particulièrement parce qu'il y a eu ce vol-là. On sait que c'est compliqué, on sait qu'en plus, le renchérissement des matières premières peut probablement susciter chez certains des vocations à essayer de s'emparer de pièces chères. Donc, mais bon, c'est aussi la vie de ce métier. Plus vous faites, plus vous travaillez des métaux précieux, des matières précieuses, plus vous savez que vous allez être convoité. Donc bon, rien de neuf sous le soleil. Oui, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Et justement, par rapport à cette montée de l'or, de l'argent, comment est-ce que vous, au sein de Mauboussin, vous gérez cela? Ben d'abord, je dis à peu près toujours la même chose à ce sujet, c'est que l'or, il augmente pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un métier, notamment chez nous du métier de la haute joaillerie, ça nous concerne tous de la même manière. On n'est pas... Donc, quand ça concerne tous les acteurs d'un même métier, oui, ça s'équilibre. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet par rapport à nos clients sur la possibilité d'acquérir ou de ne pas acquérir. Mais au fond,
Il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des 24-36 derniers mois sur ce marché du bijou, ce marché de la joaillerie. C'est vrai qu'on vend plus d'objets en argent aujourd'hui qu'on en vendait il y a 4 ans. Et c'est vrai aussi que ça n'est pas qu'à cause du prix. C'est parce que l'argent, qui est un métal précieux moins cher, nous amène souvent à faire des pièces plus volumineuses. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à dire, en tous les cas chez nous, chez Mauboussin, qu'on va faire des pièces plus extravagantes en argent, voire plus extravagantes en platine, puisque le platine, en fait, la valeur platine a baissé par rapport à la valeur or, compte tenu de l'augmentation différente du coût des matières premières, et on va faire des objets plus minimalistes en or. L'évolution du temps présent va dans le sens de l'histoire pour moi. L'or va renforcer en fait son caractère minimaliste, son caractère mesuré dans la présentation au monde, mais il continuera à représenter pour les femmes non pas une fascination à cause de son prix, mais un fantasme compte tenu de sa légèreté. D'accord, donc c'est pas forcément le marché financier qui va avoir un impact sur l'esthétique. Non, exactement. Le marché financier, au fond, l'or est un métal spéculatif, c'est clair, c'est une matière spéculative. Il y a des faits assez curieux. L'or augmente, le diamant baisse aujourd'hui. Donc il faut voir que ce sont des appréciations sur des types de spéculations données. L'or augmente aussi vite parce qu'il est un objet de spéculation d'État. À un moment donné où les monnaies souffrent, on les couvre davantage probablement avec de l'or. Ça rejoint les périodes des talons or qu'on a pu connaître il y a une cinquantaine d'années. Donc en fait, on vit cette spéculation. Mais vous savez, quand on a une augmentation du coût de l'argent, du prix du métal argent, c'est pas une spéculation. C'est un rapport avec la consommation. C'est-à-dire comme il y a de plus en plus d'objets qui sont faits en argent, le prix de l'argent augmente. Et là, c'est vraiment un phénomène de marché. Et le platine, c'est un peu entre les deux. C'est souvent la demande qui crée une augmentation du prix du métal, mais ça peut être aussi un élément spéculatif. Maintenant, derrière ça, au fond, vous achetez pas un bijou, enfin je l'espère, vous achetez pas un bijou pour sa valeur vénale, vous achetez en fait pour sa valeur émotionnelle, affective et créative. Et je pense que c'est là que s'est situé le challenge de Mauboussin depuis 25 ans. Mais 25 ans, c'est peu sur 200 ans d'histoire, puisque la maison aura 200 ans dans 2 ans. Parce que c'est vrai qu'on remarque que vous faites partie de ces maisons de luxe assez accessibles. On a quand même des prix qui sont plus bas que certaines maisons. Ça, du coup, cette situation au niveau des matières premières, ça ne s'applique pas sur vos prix, enfin ça ne se ressent pas sur les prix. Vous savez, d'abord, il faut se poser la question sur qu'est-ce que l'accessibilité. L'accessibilité, avant d'être une accessibilité monétaire, c'est une accessibilité créative. C'est-à-dire que vous allez aller vers telle maison ou telle marque parce que vous vous sentez attiré par sa création, parce que vous vous dites, cet objet, j'ai envie de le porter, ou cet objet, j'ai envie de l'offrir. N'oublions pas qu'un bijou qu'on échange ou un bijou qu'on s'offre à soi-même, c'est une empreinte de bonheur. Donc c'est ça le point de départ de l'histoire. Donc cette disponibilité créative, donc cette accessibilité ensuite, elle a un complément qui est effectivement la question du prix auquel on peut acheter le bijou. Mais vous savez, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à mettre le prix sur les publicités, c'est parce qu'en fait, je souhaitais que la femme ait la capacité à se dire « je le veux », parce qu'en fait, elle se disait « je le peux ». Oui, je peux me l'offrir moi-même. Oui, voilà, exactement. C'est le passage du « je le veux » au « je le peux ». Alors, est-ce que le passage du « je le veux » au « je le peux » souffre en période de renchérissement des prix? Sûrement un peu, mais seulement un peu. Parce que, en dehors de bijoux qui sont tout en or, la part de l'or est quand même minoritaire dans le prix de revient
de l'objet. Donc ça ne peut pas du jour au lendemain, même si l'or a beaucoup augmenté. Hein, je vous rappelle quand même, il y a à peu près un an, l'or était aux alentours de 80 000 euros. Et aujourd'hui, il est aux alentours de 120 000. Donc c'est quand même une augmentation très importante, de près de 50%. Mais malgré tout, on raisonne sur des grammes d'or. C'est-à-dire que donc il faut considérer que c'est un renchérissement, mais ça n'est pas un obstacle insurmontable pour la majeure partie des gens. Et puis en parallèle de ça, il y a beaucoup de choses qui sont passées chez Mauboussin. Vous pouvez acheter des bijoux en 10 fois sans frais. Il y a le prix n'est pas simplement une valeur, c'est une valeur qu'on accompagne avec un certain nombre d'éléments qui permettent de le rendre accessible. Bon, et puis, le troisième élément d'accessibilité très important, c'est l'accessibilité géographique. Aujourd'hui, vous avez, chez Mauboussin en tous les cas, on est dans un univers où sur le territoire français, on a 80 boutiques. Ça veut dire que, indépendamment d'une cinquantaine de détaillants sur le territoire qui nous vendent en complément, et à côté du site internet qui permet aussi d'acheter. Ce qui est très important, c'est que vous puissiez évaluer ce bijou sur vous. Et même, je dirais, pour celui qui vous l'offre, de pouvoir, dans le magasin, se rendre compte de ce que ce bijou va être pour vous. L'accessibilité, c'est ça aussi. Alors, évidemment, les éléments d'environnement comptent. C'est sûr que l'augmentation du prix des matières premières joue et donc des prix. C'est sûr que l'environnement social et politique un peu perturbé peut freiner certains élans de consommation, mais il faut jamais, comment dire, surévaluer le marginal par rapport au central. Ce qui fait l'envie du bijou, c'est l'impérissable besoin de bonheur et de le prouver. Ce tournant vers l'accessibilité, est-ce qu'il y a eu un tournant ou ça a toujours été comme ça depuis la création de la marque? C'était au cœur de son ADN? Vous savez, quand on lit 200 ans d'histoire, on a envie de le lire à sa sauce et à sa manière et pour y retrouver des légitimités. On peut dire qu'au milieu du 19e siècle, quand la maison Mauboussin a développé un brevet qui permettait d'alléger les parures de haute joaillerie de manière à les rendre plus confortables, c'était aussi une démarche vers une accessibilité plus grande. On peut dire que dans les années Art déco, quand Mauboussin, indépendamment des pierres précieuses, a développé l'utilisation des pierres fines et que ça a permis de rendre des joyaux beaucoup moins chers parce que les pierres étaient moins chères, ça allait dans ce sens-là. Mais ça, c'est une lecture a posteriori. Moi, la réalité de mon credo, c'était qu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, 25 ans, je pensais que la femme assumerait de plus en plus ses propres choix. Et que de la même manière qu'à 25 ans, elle allait chez Saint-Laurent-Rive-Gauche acheter elle-même ses tenues, elle allait pouvoir aller chez Mauboussin acheter ses bijoux parce que les prix n'étaient pas à ce point incohérents les uns avec les autres. Donc, tendance, ou en tous les cas tournant ou préoccupation historique chez Mauboussin, sûrement, mais pas uniquement chez Mauboussin, je pense chez presque tous les acteurs de la haute joaillerie. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, c'est sûrement un peu plus l'air du temps. Oui. Vous avez parlé de 80 boutiques en France, vous avez aussi opéré une véritable démarche de relocalisation depuis une dizaine d'années. Est-ce que ça c'était un défi pour une maison de joaillerie de trouver tous les savoir-faire en France, etc. C'était très transgressif quand moi je suis arrivé en 2002 d'aller faire les bijoux en Chine ou en Thaïlande en prétextant à l'époque que ce que Tiffany faisait très très bien, Mauboussin pourrait le faire aussi, puisqu'à l'époque je suis allé en fait faire mes bijoux dans des usines qui travaillaient beaucoup pour Tiffany en Asie. L'Asie, c'est loin, pour être clair, et c'est surtout loin pour un créatif qui est en même temps le patron d'une petite maison. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin de rapatrier, et je l'ai fait en 2014, donc bien avant tout ce qui s'est dit sur la relocalisation.
Je l'ai faite tout simplement parce que c'était beaucoup plus facile pour moi. Je sors à peu près des bijoux toutes les 6 semaines. Ah oui. Donc le travail permanent avec l'atelier est indispensable. Et les allers-retours aussi constants, ouais, j'imagine. et vous ne pouvez pas faire ça quand c'est à Hong Kong Oui, bien sûr. ou à Shenzhen, voire à Bombay quand on les a fabriqués en Inde. Vous pouvez avoir 2 campagnes par an pendant lesquelles vous allez passer 2 semaines ou 3 semaines à concevoir vos bijoux, mais vous n'aurez jamais le travail d'artisan que je peux faire ici. Et vous avez parlé tout à l'heure justement du fait que vous affichez les prix. C'est vrai qu'on les voit pour ceux qui prennent le métro parisien. Il y a des belles affiches et puis le prix affiché. Ça, c'est justement des manières de communiquer sur votre accessibilité, votre côté grand public. Qu'est-ce que vous faites comme méthode justement? Enfin, en tout cas, le Mauboussin est très présent dans le grand public. La première des choses, c'est de créer régulièrement. Parce qu'en fait, en ayant beaucoup de magasins, j'offre l'opportunité aux femmes de France de venir dans nos magasins et de venir regarder toutes les 6 semaines une nouvelle création. Venir la voir, ça n'est pas venir l'acheter, c'est venir déjà respirer une interprétation de l'air du temps au travers du bijou qui est créé. Maintenant, la publicité grand public, c'est une publicité au service du produit. Donc, en fait, quand moi je suis arrivé dans le métier, il n'y avait pratiquement que de la publicité institutionnelle. On faisait de la publicité sur les marques, on faisait peu de publicité sur les produits spécifiquement. Pour moi, c'était impensable de continuer à faire ça, parce que si vous concevez votre métier pas simplement comme un métier d'excellence, pas simplement comme un vendeur de trophées, pas simplement comme un vendeur de preuves de sa puissance financière, mais comme effectivement un vendeur de création, vous avez impérativement besoin de la présenter. La présenter, c'est la présenter dans la pub, parce que la pub, c'est un élément de communication d'abord de la création. Et c'est là où l'association avec le prix, pour blasphématoire qu'il a été vécu, ne l'est pas du tout. Parce qu'au fond, j'ai eu une interview, il y a 20 ans, un journaliste m'a dit « Mais vous avez conscience que beaucoup de gens disent que le prix sur la pub, c'est blasphématoire ». Et blasphématoire, pourquoi? Vous pensez franchement... Par rapport à qui? Monsieur, vous êtes marié? Et il me dit oui. Je lui dis, ça vous arrive d'acheter des bijoux, probablement, ça vous est arrivé. Est-ce que vous pensez que votre femme a mesuré la quantité d'amour qu'elle avait pour vous au nombre de billets que vous avez dépensés pour acheter le bijou? Est-ce que l'amour est proportionnel à l'argent? Non. Alors laissez-moi mettre le prix sur la pub. On va parler tout de suite des tendances, justement, bijoux, mais tout de suite, je vais vous montrer un micro-trottoir qu'on a réalisé dans la rue. J'en mets beaucoup par occasion, surtout dans des fêtes ou dans des mariages, des événements comme ça, ou par exemple des rendez-vous importants. Plutôt de l'argent, mais sinon j'aime tout. C'est moi qui achète mes bijoux, et plus de 1 000 €, je pense. Je ne porte pas de bijoux précieux au quotidien. J'ai quelques bijoux auxquels je suis attachée parce qu'on me les a offerts. Je les porte rarement parce que je n'y pense pas. J'ai des bijoux qui me viennent de ma famille, quelques bijoux que j'ai vus porter par ma mère, par des gens que j'aime. Pour une bague, je peux mettre 3 000 à 4 000 € si la pierre me plaît vraiment. J'aime beaucoup les saphirs clairs, les pierres colorées. Ma grand-mère, elle en porte énormément, donc je pense que c'est héréditaire. Je me sens nue quand j'oublie de mettre les bijoux, ça m'arrive. Je trouve ça désagréable même. Je trouve que la journée ne commence pas de la même façon. Je trouve que les bijoux, c'est quand même un gain. C'est-à-dire dans la tenue, ça rajoute quelque chose en plus, un supplément. De base, moi, j'étais pas trop bijoux, mais j'ai pu apprendre au fil du temps que le bijou, c'était aussi culturel. Vous aurez plus de chances de voir une personne de couleur noire porter de l'or par rapport à de l'argent, parce que ça a une signification. Vu que je suis étudiant, je pourrais pas mettre beaucoup forcément. J'espère plus tard pouvoir mettre selon mes envies plutôt. Pour une montre, ça peut être dans les alentours de 100 à 200 €. Ma mère vient de décéder il y a 2 mois. Et c'est son alliance que j'ai voulu. L'histoire autour de cette bague, c'est que quand on était enfant, elle enlevait sa bague. Un jour, elle a disparu devant l'évier où elle faisait
la vaisselle. Alors mon papa n'était pas très content de ça. Donc il lui a dit, il va falloir attendre. Je ne sais pas combien de temps, d'années qu'elle a attendu, mais il lui a offert cette bague-là avec 5 diamants pour nos 5 membres de la famille. Je le porte tout le temps et pour rester auprès d'elle. Petit budget, j'ai pas les moyens, mais j'ai plein de bijoux, pas tout, que mon père offrait souvent à ma mère. Et j'en ai. Mais de nos jours, on ne peut pas trop les porter en public. Alors, est-ce que vous avez une réaction à chaud déjà? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et de choses passionnantes. La jeune femme qui disait « je me sens nue sans bijoux ». La première qui disait « j'ai besoin des bijoux en argent, de bijoux qui me permettent de m'exprimer ». La dame qui disait je ne mets pas les bijoux, je mets pas les bijoux. Enfin, je ne mets pas les bijoux, mais quand même, je les achète, et je les achète 3-4 000 euros avec des pierres de couleur. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui achète des bijoux. Mais ça veut dire qu'en l'occurrence, elle n'a pas envie de les afficher comme des trophées. Oui. Et c'est très intéressant. Oui, ça, il y a eu 2 fois le côté j'ai pas forcément envie de les afficher dans la rue, etc. Exactement. Et la dernière, c'est très touchant. Oui. Parce que la dernière, c'est celle qui exprime qu'au fond, le bijou, c'est la transmission de l'émotion de l'enfance et de l'émotion de ses parents. Et je trouvais que voilà, c'est beaucoup de choses qui ont été dites sur le bijou, sur ses différentes facettes. Beaucoup d'émotionnel en tout cas, mais ça c'est vrai que... Est-ce qu'il y a un best-seller chez Mauboussin, justement quelque chose qui touche peut-être toutes les générations, ou alors quelque chose qui s'achète Il y a un best-seller qui en fait simple, c'est que c'est le premier bijou que j'ai dessiné chez Mauboussin, c'est la bague de fiançailles de la Chains of Love. Cette bague a une histoire, parce qu'en fait, elle va être créée pour la Saint-Valentin 2005, donc je la sors en décembre 2004. Et c'est le premier bijou que je sors. À l'époque, je n'ai pas la direction artistique. C'est ce qui va décider du fait que je vais en fait rester dans le métier, parce que le parcours, vous l'avez sûrement abordé avant, j'ai passé 17 ans dans la mode et le textile avant d'arriver en joaillerie, et quand je suis arrivé en joaillerie, j'ai appris le métier. Et c'est la première des choses. Et ce solitaire-là, c'était un solitaire qui est né de la constatation que j'avais fait en magasin, puisque quand je suis arrivé chez Mauboussin, je travaillais le samedi dans la boutique de la place Vendôme, où je me mettais à la vente pour comprendre le métier. Et les femmes à l'époque exprimaient l'envie, quand on leur montrait les bagues de fiançailles, d'une bague où le diamant ne soit pas enfermé, enterré quelque part. Et donc la Chains of Love, c'est en fait un diamant qui est émergent et autour duquel on a mis un trèfle, qui est un trèfle en diamant, qui exprime l'harmonie, parce que les fleurs, ça exprime l'harmonie. Et tout le monde m'a dit, il ne faut pas lancer ce bijou à la maison, parce que comme le diamant est extérieur, il va s'accrocher aux vêtements. Et j'ai dit, je m'en fous, parce que moi j'entends mes clients dans le magasin et je suis sûr de ça, et je suis sûr de l'histoire. Et aujourd'hui, on peut dire, ça fait 20 ans après. 20 ans après, on a dû vendre 170 000 pièces. C'est le best-seller. Alors, il y a d'autres best-sellers de ces années, en tous les cas. Il y a d'autres best-sellers. Il y a une bague, notamment, que j'ai dû lancer en 2010, qui s'appelle Le Premier Jour, qui est une bague avec trois anneaux qui sont faits de petites boules d'or. Et les petites boules d'or, c'est des boules de bonheur sur lesquelles vous construisez votre vie. Et pourquoi 3? Parce qu'en fait, il y a une route qui est la vôtre, et il y a la route de votre partenaire, et la route que vous construisez ensemble. Et justement, en termes de tendance aujourd'hui, quels seraient les bijoux que Mauboussin fait
les 3 dernières années, peut-être par rapport à une évolution de goût Moi, de je il vais y a prendre les 25 bijoux ans. que je viens de faire. Oui. C'est assez simple. Oui, parce que j'imagine que c'est réalisé Les en bijoux fonction de qui ça. viennent de faire et où on peut parler des performances, c'est probablement de l'avenir des performances. Il y a un bijou en argent. Je vais en Donc prendre plutôt 4. argent. Et on va en prendre un en or juste après. D'accord. Il y a un bijou en argent qui s'appelle 1955, Vouloir et oser. Cette bague Vouloir et oser 1955 est très symbolique parce qu'en fait, 1955, c'est la date où nous décidons de nous implanter place Vendôme et où nous décidons de nous implanter dans la rue, avec un magasin. Jusque-là, c'était toujours en étage. Et cette bague, pourquoi vouloir et oser? Parce que c'est très important comme message dans la vie. Il faut vouloir, mais il faut oser. Et la bague, exactement. Et la sculpture marque qu'entre entre le vouloir et l'oser, il y a un pont qui est fait des godrons Mauboussin. Et c'est parce qu'il y a Mauboussin que vous allez oser. Mais en termes d'esthétique, comment vous avez réfléchi? Parce que par rapport, il y a le message, mais aussi l'esthétique, j'imagine que ça touche la génération 2025. Ouais, j'ai pensé que cette génération-là, elle était preneuse d'une bague faite de lignes courbes et qui pouvait vivre ensemble, et de lignes courbes séparées. Et qu'au fond, la vie ensemble allait permettre d'apporter le bonheur. Et puis, je crois que s'il y a une poussée assez forte aujourd'hui de l'or jaune, c'est parce que l'or jaune, c'est jaune, et que le jaune, c'est la joie et c'est l'énergie, et que les gens d'aujourd'hui ont besoin de joie et d'énergie. En tout cas, sur ces modèles, il n'y en avait qu'un seul qui avait des petites pierres. C'était plutôt du coup axé matériaux, métaux. Oui, parce que oui, c'est sûrement en tous les cas implicitement quelque chose que j'exprime. C'est que les pierres qui sont... Vous savez, la pierre, elle incarne la femme ou elle incarne l'émotion. L'émotion, c'est l'embelle comme le vent. Le diamant, c'était dans le Chains of Love, hein, c'était ce diamant émergent qui est la femme. Et l'autre bague, peut-être, qui représente l'air du temps, qui est un tout petit peu plus âgée, qui a 8 mois d'existence, c'est une bague en platine qui s'appelle Diam Diam, où vous avez un pavage de diamants, parce que c'est le pavage de la rue. Et le pavage de la rue, au centre de cette rue, il y a un diamant qui est un diamant, donc le pavage fait 0,52 je crois, la pierre de sang fait 0,48 et la pierre de sang c'est la femme. Et la femme au milieu de cette rue, c'est mon concept de la princesse de la rue. C'est ça la vocation de Mauboussin. C'est parce que mon métier c'est de parer la princesse de la rue bien au-delà des têtes couronnées, même si ça m'arrive de faire des couronnes pour des princesses Notamment de de cour. Miss. Ouais. Moi, au fond, de faire la couronne de Miss France, ça symbolise tout ce que je pense, en fait, de la magie de ce métier. C'est que je suis là pour le bonheur de toutes, pas seulement pour le bonheur de quelques-unes. Merci beaucoup Alain Neumarck. Je rappelle que vous êtes président de Mauboussin. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience. Et voilà, c'est déjà la fin d'Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Merci à tous nos chroniqueurs, nos intervieweurs, nos reporters, Jamal Gulb, Anne Bassi, Laurent Meffre, Béatrice Constant, et puis derrière la caméra, Juliette Miglierina et Alexandre Loret. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience et je vous dis au mois prochain.